Alors, deuxième partie, on va parler en particulier parce que c'est notre sujet, parce que notre œuvre, L'île des esclaves, est ce qu'on appelle une comédie de Valais, donc on va parler de comédie de Valais. Ces comédies de Valais, elles existent, et c'est assez étonnant, mais elles existent depuis l'Antiquité grecque, depuis au moins le 4e ou 5e siècle avant notre ère. Euh, Vous avez alors, un masque de comédie, dans le document papier que je vous ai donné, vous avez un masque grec pour la comédie. Euh, donc, dans le modèle latin, ce valet de comédie, il porte un nom, il porte plusieurs noms, mais un nom en particulier qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle le servus dolorosus, l'esclave roué. C'est-à-dire qu'avant d'être un valet malin, l'ancêtre du valet malin chez les Romains, c'est l'esclave malin. C'est un esclave rusé qui s'occupe en général de tromper ses maîtres, de leur prendre leur argent, de se jouer d'eux par la ruse. C'est quelqu'un qui aime bien user du mensonge. Et donc ce personnage, il existe déjà dans ces comédies latines. Il va se développer dans la tradition italienne, après le modèle latin, à la Renaissance, déjà au Moyen Âge et aussi à la Renaissance, dans ce qu'on appelle, j'en parlais, la commedia dell'arte. C'est un théâtre comique italien d'origine populaire, et donc c'est un genre dans lequel on fait la part belle à l'improvisation, c'est-à-dire que vous n'avez pas de pièce écrite dans la commedia dell'arte, vous avez en gros une trame, et autour de cette trame, les personnages, les comédiens masqués, déguisés en personnages un peu stéréotypés, vont improviser un jeu autour de cette intrigue qui a plus ou moins été définie. Et dans la commedia dell'arte, vous avez ce qu'on appelle en italien des anni, et ces anni, c'est le prolongement du servus dolorosus latin, c'est-à-dire ce sont des valets malins, des serviteurs malins, et vous avez un personnage dans la commedia dell'arte qui est particulièrement ce serviteur malin, c'est le personnage d'Arlequin, avec son fameux costume que vous connaissez sans doute, qui est un valet à la fois. Alors, souvent, on va retrouver cette chose-là chez Molière, par exemple, pas toujours, mais parfois. C'est un valet qui est à la fois naïf et en même temps très fourbe, très grossier, qui utilise toujours la ruse et pour faire triompher en règle générale l'amour pour lui-même ou pour son maître. Voilà pour le personnage d'Arlequin. Alors c'est intéressant, on va le voir, le personnage d'Arlequin, il va être réactualisé dans les comédies de Marivaux et dans l'île des esclaves en particulier. Alors chez Molière, évidemment, on en avait parlé, on retrouve nombre de valets, parfois des servantes également, chez Tartuffe par exemple. Dans le Tartuffe, on n'a pas un valet malin, mais une servante maligne. Donc un personnage féminin. On a évidemment, j'en ai parlé, le personnage de Scapin dans les Fourberies de Scapin, qui est quelqu'un qui est très malin, qui fait beaucoup de blagues, qui a un humour verbal très vif. Il prend part à l'intrigue amoureuse de son maître Léandre et l'aide à, à épouser sa bien-aimée. Et donc ça, on a vraiment le valet typique qu'on avait déjà dans la Commedia dell'arte avec Arlequin. On a par exemple, autre personnage, on a le Scapin, mais on a aussi Sganarelle, qu'on va retrouver dans plusieurs pièces de Molière, dans le Cocu imaginaire, qui est une farce, dans L'amour médecin, qui est une autre farce, mais on va le retrouver dans une grande pièce comme Don Juan. Et Sganarelle, c'est intéressant dans Don Juan, c'est-à-dire c'est un personnage, un valet qui fait rire le public, mais il fait rire le public souvent à ses dépens. C'est-à-dire qu'il est un peu bête, et donc c'est aussi ça qui nous fait rire. Alors, on en arrive au XVIIIe, au siècle qui nous intéresse, et donc on va parler de comédie des Lumières. Les Lumières, je le rappelle, c'est un terme, vous le connaissez déjà, qui désigne, pas seulement en France, mais dans toute l'Europe. On parle d'Aufklärung en Allemagne, on parle d'Enlightenment en Angleterre. Les Lumières, ça désigne en général une communauté de penseurs, de philosophes qui ont pour volonté d'éclairer le monde par la raison et qui font confiance en général au progrès scientifique, au progrès politique et au progrès moral. Ces penseurs, ces auteurs, ils vont questionner des sujets d'actualité du XVIIIe, à la fois par exemple la colonisation ou les grandes découvertes avec Diderot,
Ils vont aussi questionner, comme Voltaire, vous le savez, Voltaire va mener une lutte constante contre l'intolérance et l'obscurantisme religieux, hein, notamment celui qui persécute les protestants en France jusqu'au XVIIIe siècle. Ils vont questionner le pouvoir monarchique, hein, c'est le cas de Montesquieu ou de Rousseau, et ces penseurs, on considère qu'ils préparent les Lumières, hein, ces penseurs des Lumières, on considère qu'ils préparent les événements révolutionnaires de la fin du XVIIIe. Alors, ces Lumières s'incarnent dans des textes théoriques, des textes philosophiques, des essais, mais ils vont aussi s'incarner dans des romans et dans des pièces de théâtre, ce qui va nous intéresser. Donc, il y a des auteurs de théâtre des Lumières. Euh, il y a deux grands auteurs de théâtre des Lumières dont on va parler. Beaumarchais, qui écrira par exemple Le mariage de Figaro, et puis Marivaux, au début, alors Beaumarchais c'est plutôt la fin du XVIIIe, un peu avant la Révolution française, et Marivaux plutôt dans la première partie du XVIIIe, qui est un grand auteur de théâtre des Lumières du XVIIIe siècle. Ils ont pour point commun, en général, de dénoncer aussi sur la scène l'intolérance religieuse, les inégalités, le patriarcat, on le verra avec Marivaux. Et au siècle des Lumières, ce qui va nous intéresser, c'est que cette relation maître-valet, elle va prendre une dimension sociale et politique. Euh, C'est-à-dire que maître et valet vont devenir un peu les symboles ou les représentants d'un ordre social qui est celui de l'Ancien Régime. Euh, et le valet, qui est considéré comme inférieur, va exprimer un peu au théâtre, chez Beaumarchais ou chez Marivaux, l'impossibilité qu'il a de se faire une place dans un monde où la naissance, pour les nobles, elle prime sur la réussite, sur le travail que peut réaliser un personnage de bourgeois ou de valet. Et quelque part, ce valet, il devient presque le représentant du peuple. Dans les décennies qui précèdent la Révolution française, ce valet va devenir quasiment ce représentant du peuple. C'est le cas du Figaro, qui est le nom Figaro, c'est le nom, un nom à consonance hispanique, hein, qui est le personnage du valet chez Beaumarchais dans Le mariage de Figaro, qui devient presque une forme de porte-parole très révolutionnaire. Il va critiquer les ridicules et aussi dénoncer les inégalités qui sont liées à son statut de valet vis-à-vis de son maître. Et Beaumarchais, il reprend l'opposition maître-valet, donc hérité de la comédie latine. On est toujours dans un jeu entre maître et valet, un jeu qui est un jeu comique, mais on lui additionne une dimension critique, sociale et politique. Et cette tension entre maître et valet dans Mariage de Figaro, par exemple, elle est emblématique des relations sociales sous l'Ancien Régime, avant la Révolution française. On en arrive à Marivaux, hein, rapidement. C'est l'autre grand nom, je le disais, du théâtre du XVIIIe, plutôt au début du théâtre du XVIIIe. Et il est l'auteur, en général, de comédies très sophistiquées. Hein. Je vous recommande les comédies de Marivaux, qui sont encore jouées hein, régulièrement. On parle à leur propos de marivaudage. Hein. On a créé un nom commun à partir du nom de cet auteur. Et dans ces comédies, on retrouve le goût du jeu, du travestissement, hein, des costumes. Et avec ce goût du jeu et du travestissement, on va critiquer les préjugés, on va défendre la liberté des jeunes femmes, par exemple, à choisir leur mari, dans des comédies qui sont plutôt comédies sentimentales, et puis on va dénoncer les inégalités sociales dans des comédies qui seront plus des comédies sociales. Et la comédie qui nous intéresse, L'île des esclaves, c'est plus une comédie sociale. Alors ce qui est intéressant, et j'ai demandé un travail autour de la scénographie de la première scène, on s'interrogera au début de la pièce, c'est que la plupart des pièces de Marivaux étaient jouées par ceux qu'on appelait, c'est une compagnie, hein, on met ça avec une majuscule, on les appelait les comédiens italiens. Et ces comédiens italiens sont des vrais comédiens qui viennent d'Italie, qui jouent en français. Ils vont jouer la plupart des pièces de Marivaux. Et on va retrouver souvent dans les personnages de Marivaux, qui sont des pièces écrites en français, hein, le nom des personnages sont des personnages, Sylvia par exemple, ou Harlequin, sont des noms de personnages de comédie italienne. Et on a un Harlequin dans plusieurs pièces de Marivaux, mais dans L'île des esclaves, et on peut se demander, est-ce qu'il porte un masque ces masques de cuir que portent les comédiens de la Commedia dell'arte, est-ce qu'il a ce fameux costume coloré est-ce qu'on retrouve ce personnage avec ses ruses, sa gourmandise, etc. Et
il y a un mélange chez Marivaux entre cette sophistication un peu mondaine de son propos parfois et ces personnages qui viennent de la commedia dell'arte. Et le théâtre va devenir très sophistiqué chez lui. On va avoir des pièces donc, qui ont une finalité à la fois de critique sociale et de critique politique. Alors, le valet peut même devenir, donc, chez Marivaux, le représentant d'une classe sociale. On va le voir dans l'île des esclaves. Dans l'île des esclaves, vous allez le voir tout de suite, le propos c'est une île un peu utopique dans laquelle les valets ont pris la place de leurs maîtres et les maîtres se retrouvent à la place des valets, un jeu d'inversion des rôles, pour leur donner un peu, c'est-à-dire que les valets vont leur donner une leçon en les mettant à leur place et ça va être une pièce intéressante. Hein. Alors Marivaux aime beaucoup jouer de ces renversements de rôles, de déguisements, de jeux, pour essayer de révéler une forme de vérité sur les rapports sociaux ou les rapports intimes entre les hommes et les femmes. Voilà, donc retenez cette idée, hein, on passe d'une comédie de valet divertissante, purement divertissante, où le valet se moque de ses maîtres pour obtenir de l'argent ou l'amour pour l'un de ses maîtres, et on passe à une dimension chez Beaumarchais et chez Marivaux qui va nous intéresser, à une dimension beaucoup plus politique et sociale. Voilà, j'ai terminé. La semaine prochaine, on commentera, on travaillera sur la première scène de l'île des esclaves de Marivaux, qui est une comédie avec valet de 1725. Voilà, à bientôt.